Ah, je vais commencer à m'énerver. Voilà. C'est pas. J'ai carrément Ah, voilà. J'ai été sur le site de l'IFOP, alors voilà, c'est plus simple. Donc, voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est la totalité de l'étude, donc elle fait 60 pages. On va s'arrêter sur quelques pages. Tu vas On va t'arrêter d'abord donner. sur le sommaire pour que tu comprennes un peu à quoi ça ressemble quand même. Je sais qu'on va s'arrêter d'abord sur le sommet. Je suis en train de parler, expliquer ce qu'on va faire en fait. On va s'arrêter sur quelques pages parce qu'on va pas faire les 60 pages. Je vais vous donner mon avis sur certaines choses et puis après on va regarder plutôt l'analyse. L'analyse c'est leur analyse, donc c'est leur comment eux ils voient la chose. Donc vas-y, si tu veux parler du sommaire et de la méthodologie, je t'en prie. Pas forcément de la méthodologie, parce que en vrai c'est très très long, donc j'incite juste les gens à aller sur le site de l'IFOP. Le nom de l'étude c'est État des lieux des rapports à l'islam et à l'islamisme et des musulmans de France, donc volet 1. Donc, il y aura d'autres volets à venir dans les semaines à venir. Donc là vous avez le dispositif technique avec la méthodologie qui est utilisée. Donc, vous avez le périmètre d'action, vous avez les principes de l'échantillonnage. Donc, on parle de 1000, 14 000 personnes. Tu vois. Là, on parle de 14 244 personnes âgées de 15 ans et plus résidant en métropole. Mais attends. Au téléphone. Oui, vas-y, dis-moi. C'est 1000 ou c'est 14 000? Tu vas comprendre après, justement. Rien. L'absence de statistiques officielles sur la composition socio-démographique des musulmans de France a contraint l'IFOP à mettre en place un dispositif ambitieux consistant à interroger un échantillonnage d'1 millier de personnes au sein d'un très vaste échantillon de la population. 14 244 personnes âgées de 15 ans et plus résidant en métropole. C'est donc la représentativité de cet échantillon national représentant de plus de 14 000 personnes. Donc, dans ces 14 000 personnes, ils ont trouvé 1 millier de musulmans. Donc, c'est un échantillonnage, tu préfères. Un millier? Voilà, c'est une étude basée sur 14 000 personnes, 14 244 personnes. C'est ça. Tu as dit dans ces 14 000 personnes, ils ont trouvé 1 millier de musulmans. Alors, je relis la phrase. L'absence de statistiques officielles sur la composition socio-démographique des musulmans de France a contraint l'IFOP à mettre en place un dispositif ambitieux consistant à interroger un échantillon d'1 millier de musulmans au sein d'un très vaste échantillon. Milliers. Donc 1000. 14 244 personnes. 1 millier dans 14 244 personnes. En fait, c'est un échantillon dans un échantillon, si tu préfères. Tu comprends? Parce qu'il n'y a pas d'études avant. Donc, on a pris 14 000 et quelques brouettes en 14 244. Et dans ces 14 244, on a interrogé 1000. D'un millier de musulmans. Voilà. On a interrogé 1000 sur ces 14 244. Voilà. C'est ça? Ensuite, donc, est-ce que je lis. C'est donc la représentativité de cet échantillon national représentant plus de 14 000 personnes, assurée par la méthode des quotas fixés à partir des données de l'INSEE. Donc là, c'est une étude statistique qui assure la représentativité du sous-échantillon de personnes musulmanes. C'est un sous-échantillonnage. Il y a 14 244 personnes âgées de 15 ans et plus résidant en métropole. Et dans ces 14 244 personnes, il y a 1 millier de musulmans. Tu comprends? C'est un sous-échantillonnage. Oui, j'ai compris. Donc, c'est 1000 personnes dans ces 14 000 machins. Exactement. Oui. Ok, donc tout le monde a compris ici qu'on est sur 1000 quelques brouettes. Voilà. C'est beaucoup. Hein. En vrai, c'est beaucoup. Pour 14 Alors, c'est beaucoup. Donc là, on s'en fout, c'est les indicateurs pour qui ils travaillent. C'est pas très, très intéressant. Est-ce que tu veux faire toute l'infographie? Parce qu'en vrai, les 60 pages, ça va être très, très long. Non, je vais te dire où est-ce qu'on va s'arrêter. Mais j'ai envie qu'on sache déjà de quoi on parle. Donc ça, c'est la population des musulmans en France. Combien de musulmans? Voilà. 7% de musulmans en France. Ouais. Donc, il faut garder ce chiffre-là en tête aussi. On parle d'un échantillon de 1000 personnes dans une population de 14 000 et quelques, je ne me souviens plus du chiffre, 244. À l'intérieur de 7%. Ouais. Après, on a 43% de catholiques. Protestants, évangéliques, 7%. Je trouve que par rapport aux autres pays européens, il y a quand même beaucoup de sans religieux, sans religion. Pardon. Alors, de non religieux. J'ai pas d'idée sur les autres pays.
Bon, en Italie, je pense que la proportion est beaucoup plus élevée de cathos, c'est normal. En Angleterre aussi, parce que ça reste un pays anglican. En Espagne, c'est historiquement, idem au Portugal, des pays très cathos, très religieux. L'Allemagne aussi, qui est très protestante, c'est évident. Donc oui, la France fait plutôt... Ouais. Après, c'est aussi le système de sécularisation et de laïcité à la française. C'est bien, je vais rester en France finalement, je vais pas en Finlande. Oh non. Reste pas en Finlande. Non, je reste avec vous. Là, il y a la courbe de temps à droite. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, vous voyez donc la donnée à l'heure actuelle aujourd'hui. Et là, vous voyez l'évolution depuis 15 ans. Là, c'est pour le coup, c'est un des gros apports de cette étude, c'est qu'elle est historique. À Picolade, je pense que les platistes, ils se retrouvent dans autre religion, possiblement. Possiblement. Je me moque pas, mais si, un peu quand même. Je suis désolée, mais voilà. Platisme, dans le 2025. Alors, je vois un commentaire de Lagas qu'ils ont appelé 14 000 personnes pour trouver 1000 musulmans. Oui, mais c'est aussi déclaratif. Une étude comme ça, c'est toujours du déclaratif. Il faut toujours l'avoir en tête. Hein. En fait, c'est pas un truc à la j'allais dire Gestapo. C'est en fait les gens qui se disent musulmans. C'est sur eux que l'étude a été faite. Voilà. On n'est pas allé dire toi musulman, toi pas musulman, toi pas musulman. C'est intéressant, c'est-à-dire que c'est la perception des propres individus, s'ils sont musulmans ou pas. Donc c'est du déclaratif. C'est très important. C'est pour ça qu'on n'est pas... Il y a des personnes qui sont peut-être passées à travers et qui n'avaient pas envie de dire qu'ils étaient musulmans. Mais sur 14 000 personnes, ça donne déjà un bon échantillon. Appeler 14 000 personnes, c'est une énorme étude. Hein, vraiment. C'est vraiment énorme. Il y a Quentin qui dit quelque chose sur le sous-échantillonnage. Dans tous les cas, j'ai affiché sur l'écran même les commentaires comme ça. Oui, Quentin, ce qu'il dit est vrai. Et on va pas rentrer dans les techniques, je suis pas sondeur. Donc... Moi non plus, j'ai pas fait sondage pour eux. Voilà, j'amènerai Frédéric Dabi, parce que lui, il fait ça toute la journée. Donc, il parlera précisément peut-être de ce type d'études. S'il a le temps, il passera. Voilà, donc tu peux descendre. Je te dirai au moment où on peut s'arrêter. Donc là, on voit comment ça... Ah, le catholicisme qui baisse. Oui, c'est intéressant, ça d'ailleurs. Alors qu'on parle justement d'une recrudescence du fait religieux. Mais quand on regarde sur le temps long, c'est une baisse. Et finalement, l'islam progresse, mais bon, même si c'est important, parce que tu passes de 0,5 à 7 points en l'espace de, je sais pas, c'est 85. Donc en gros, en 40 ans, 45 ans, depuis les années 80, mais finalement, c'est pas non plus monstrueux, quoi. Non, en plus de ça, les populations n'étaient pas là. Il y a eu des vagues migratoires, donc c'est juste... Et puis, tu as le phénomène d'intégration ou pas qui réussit. La logique. Là, donc c'est bon, on peut descendre. Ça, c'est les sources. Vous irez regarder si vous voulez. Combien d'islamistes? Ah. Le halo de l'islamisme. Alors, comment ils ont... Ouais, ok, donc c'est écrit là. Donc, ils se sont basés sur ça pour quantifier, pour qui le respect des règles de l'islam sont plus important que celui des lois françaises. Donc, c'est sur ça qu'ils utilisent pour définir l'islamisme. Qui approuve au moins quelques-unes des positions des islamistes, qui éprouve de la sympathie pour des mouvances islamistes. Je sais pas ce que je pense de cette page. On le verra dans l'analyse. Ils en font une explication de ça. Ensuite, combien de fréristes qui éprouvent de la sympathie pour la mouvance des frères musulmans, qui se sentent proches du courant de pensée des frères musulmans. Est-ce qu'on parle vraiment du mouvement de pensée des frères musulmans traditionnels? Donc c'est ce que, quand tu leur poses la question frères musulmans, ils vont répondre oui ou non. Tu vois, oui, je suis plutôt proche. Non, je suis pas proche. Donc quand tu leur poses la question islamiste, ils disent oui, je suis proche. Voilà. C'est du déclaratif. Il faut toujours avoir ça en tête. Ok. On peut descendre. Ce qui est intéressant, c'est toujours à côté le zoom sur les réponses des musulmans âgés de 15 à 24 ans. Oui, mais on reviendra dessus. L'analyse, en vrai, l'analyse est plutôt intéressante. Voilà. Descend le rapport à la religion. Ça, c'est bien. Je te laisse analyser si tu veux. Alors, on a une petite
Un petit demi-cercle. 80% des Français musulmans se déclarent comme quelqu'un de religieux. Donc, dans les Français qui se sont d'abord déclarés musulmans, 80% dedans se déclarent comme religieux. Contre 48% en moyenne chez l'ensemble des adeptes des autres religions. Et là, vous regardez à côté sur la droite, dans ces 80%, wesh, 87%, 87 en moins de... Attends. 87% par des musulmans religieux selon l'âge. Dans les moins de 25 ans, ils sont 87% à s'estimer être comme ça. Religieux. Dans cet échantillon qui s'estime être religieux. Plus tu montes dans les catégories d'âge, plus ça baisse. Oui, c'est les jeunes en fait. Voilà, c'est les jeunes. Ça revient plus beaucoup chez les jeunes et je vous donnerai après mon analyse. Hein. C'est pour ça que je parle de générationnel. En gros, la conclusion de l'étude, c'est que c'est surtout un phénomène générationnel et un phénomène identitaire. Ça, j'adore ça. Alors, sur le profil des musulmans se déclarant comme quelqu'un de religieux, qu'est-ce qu'on a? Alors là, tu as le sexe, c'est normal. Ensuite, tu as l'âge, ce dont on parlait tout à l'heure. Tu as la profession. Donc là, c'est encore un autre paramètre. Catégorie d'agglomération, agglomération parisienne, communauté urbaine de province, communauté rurale, suivant la région, suivant le type de commune urbaine, la proportion d'immigrés dans le quartier d'une commune, blablabla. Et en fait, tu as tous ces critères-là qui sont ajoutés. De naissance, par acquisition, étranger de l'Union européenne, nanana, pays d'origine du père. Oui, c'est super intéressant. Sur le côté... Vraiment, parce que sinon on va y passer 25 ans. Oui, je sais qu'on va pas regarder dans le détail, mais laisse-moi m'exprimer. Ça va t'intéresser. Sympathie pour oui, j'ai vu. Je l'ai vu tout à l'heure. Donc c'est eux qui donnent, je suppose, ou on leur pose la question sur les mouvements? Oui. Il y a Takfir, ça c'est super intéressant. 90%. Sur le salafisme ou wahhabisme, mais il n'y a pas forcément de définition, hein, c'est le mot qui est donné. Frères musulmans, 88. Je laisse le prononcer, ce mot-là. Établir. Sympathie pour un courant islamiste, 76. C'est quand même beaucoup. Hein. Je regarde juste la catégorie d'agglomération. Ok. Région. Ok. Type de commune. Ville isolée, ouvrier. Bon, moi, je pense que... Ça, on est dans la catégorie des musulmans qui se déclarent comme quelqu'un de religieux. Oui. On est vraiment dans cette catégorie-là. Là, tu vois, par exemple, sur la fréquence du port du voile, c'est ultra intéressant, je trouve. Portant le voile, il y en a 94 dans ces femmes-là, 94%, systématiquement 93%, dont pas systématiquement, donc on n'a pas la question de la fréquence, mais ne le porte pas systématiquement. Ne portant pas le voile, ça reste aussi élevé, 75%. Mais si elles se disent religieuses, je vois pas en quoi c'est... Moi, je trouve ça intéressant, parce que ça dit aussi le degré de religiosité ou pas, ou comment eux se définissent, comme religieux ou pas. Vas-y, descends, sinon on peut pas rester dessus longtemps, parce que c'est 60 pages, ça va... Alors, le degré de religiosité. 24% des Français musulmans se disent extrêmement ou très religieux. 24% sur 7% de la population. Je veux rappeler à chaque fois, parce que il faut qu'on regarde de loin, tu vois. Parce que les chiffres, des fois, ça peut faire peur si on les décontextualise. Non? Si, peut-être. Donc, extrêmement religieux 5%, très religieux 19%, plutôt religieux 52%. Donc, et ils expliquent, hein, après en dessous, vous allez avoir si c'est par rapport au ramadan, la prière, etc. Ni religieux, ni non religieux, voilà. Donc, ça, c'est comment eux, ils vivent leur religiosité. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Non. Extrêmement religieux, 5%. Je trouve ça... Ah, c'est bas. Ouais, je trouve ça très faible.
y a forcément une part, c'est obligatoire. Très religieux, je ne sais pas ce qu'on met derrière. Enfin, c'est toujours une perception. Mais après, c'est la question de la pratique. Je pense que c'est 5 prières par jour, les femmes qui portent le voile. Oui, ça doit être ça, vraiment les trucs de base. Aller à la mosquée voilà, jeûne, voilà. Le jeûne, de toute façon, ça va aborder plus tard, ces questions-là. Et c'est ce qui est défini comme très religieux. Et plutôt religieux, en gros, c'est la grande majorité des musulmans de France. Je pense que c'est plus culturel dans ce cas-là. Ni religieux, ni non religieux. Enfin, moi, je trouve l'étude intéressante en ce sens. Moi, j'aurais pas mis ce petit bonhomme-là, mais... Et c'est pas grave. Ouais, il fait la prière, mais bon, après, il y a bien... Focus sur le profil de ceux qui se disent extrêmement religieux. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Alors, homme ou femme? Homme ou femme, ça va, c'est partagé. Tu revois de l'âge. Plus tu augmentes dans l'âge, moins on est extrêmement religieux. Là, c'est intéressant. Et vous voyez, c'est pas forcément un problème. J'ai l'impression économique, parce que tu vois aussi qu'il y a des cadres, même tout à l'heure, quand on regardait plus haut, la question d'avant. Oui. Parce que là, on a 24% d'ouvriers, mais après, pour les autres, c'est... Vraiment, le gros marqueur, c'est l'âge. Oui, le marqueur, c'est l'âge. On va parler de l'âge. Après, tu as aussi forcément la nationalité. Donc, si tu viens d'un pays étranger ou pas, ça conditionne beaucoup. Mais vraiment, l'âge, c'est tout à l'heure, je parlais de générationnel, mais c'est vraiment l'âge. En début du live, je t'ai dit c'est un sondage, tu m'as dit c'est une étude. Est-ce que tu peux répondre à Quentin? Parce que moi, j'ai rien à dire. Oui, je sais, mais alors je réponds à Quentin. Quand j'ai parlé ce matin à Frédéric, il m'a bien expliqué que oui, c'est un sondage, mais ça reste une étude de l'IFOP. C'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. C'est l'étude de l'IFOP. Mais oui, c'est un sondage. Sinon, vous pouvez écouter le débat que j'ai eu avec Frédéric Dabi, le directeur de l'IFOP, sur ce sujet ce matin sur Sud Radio. Et on en parle justement, où il explique tout en détail sa méthodologie et ce sujet. Donc là, la source, c'est pas moi, c'est pas mon analyse, c'est le directeur de l'IFOP lui-même. Voilà. Ouais, là, pour le moment, on constate en lice qu'il y a, on n'a même pas donné d'avis. J'ai pas encore donné d'avis, on va dire. La fréquence de la prière, voilà, normalement, ça devait rentrer dans la religiosité, extrêmement religieux, très religieux, etc. 52% font la prière 5 fois par jour. Voilà. Ah oui, Quentin. 52% sur les 1000. Il y avait des pages qui m'intéressaient. C'est plus dans l'infographie, je pense que ça va t'intéresser. Je vais te mettre l'infographie, tu vas voir. Non, c'était ici. Non, je veux qu'on finisse quand même. Tu peux descendre. Je sais, mais juste tu descends, je te dis, juste tu peux descendre, je te dirai où t'arrêter. Alors ça, c'est le profil de ceux qui prient ou pas en dehors des offices religieux. Voilà. Ensuite, la fréquentation de la mosquée. C'est intéressant, je trouve. Là, tu as la part d'ensemble. Tu vois quand même que ça a augmenté depuis 1989. Sur les 50 ans et plus. Ça, toujours, en fait, il y a l'âge qui revient. Toujours un marqueur de l'âge. Dans ce sondage, les plus religieux sont les plus jeunes. Et tu vois, si le critère de fréquentation de la mosquée est un indicatif de religiosité, tu vois, donc c'est la petite ligne orange, que chez les jeunes, ça ne fait qu'augmenter. Ouais. Alors, je ne sais pas ce qui fait que tu passes à 14 à 20% de 2001 à 2006. Et ensuite, 2007-2011, donc c'est une augmentation, ça m'a l'air assez constant. Par contre, de 2011 à 2016, le gap, il est énorme, je trouve. Et encore plus, 2016 à 2019, là, c'est constant. Alors, ça correspond peut-être aux montées du RN. 2016, 2017. Ça pourrait. Il y a aussi beaucoup de propagande sur les réseaux depuis des années, d'imams ou de pseudo.
on va dire de pseudo, d'imams d'Internet, d'imams 2.0, les influenceurs imams, comme notre cher, comment il s'appelle, je sais même plus, Rijal Academy là. Donc ce genre de chaîne. Je sais plus. C'est pas raconte ton vie. Je sais plus. Je sais même plus. Enfin bref, vous avez compris. C'est des influenceurs religieux qui font de la propagande sur les réseaux. Je pense que c'était pas ça qui m'intéressait un peu plus, mais c'était surtout, ouais, c'est ça, Picolabs, merci. C'était le jeune aussi, ça, je trouve pas. Enfin, c'est toujours les jeunes qui reviennent. Oui. La population jeune, voilà, elle est plus pratiquante. Mais quand je dis jeune, c'est jeune, hein, c'est plus jeune que moi. Oui, c'est entre 15 et 24 ans. Et je voulais que tu t'arrêtes sur la page où il y avait par rapport au voile, mais je sais plus, je sais plus en dessous. Je pense que c'est dans l'infographie. Non, c'est ici. Alors, ça doit être dans pratique religieuse, alors. Non, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Non, on n'a pas. Non, je te dirai. Tu pourras descendre au fur et à mesure. Oui, si tu veux, je m'arrête sur ça. Bah, vous voyez, vous voyez que les vieux, enfin les vieux, la population âgée, désolé, les plus de 50 ans. Les boomers. Non. Les plus de 50 ans, bah, ils sont beaucoup moins religieux que les gars qu'on a regardé ces dernières semaines sur la propagande sur les réseaux, comme le gars de Pourquoi tu procrastines. Voilà. Ah bah là, ça se voit. Hein. Ici, en vrai, ça se voit. Alors, est-ce que tu as une explication pour hommes et femmes, toi? Pourquoi les courbes varient autant, là? Il n'y a pas d'explication. Je sais pas, c'est un peu plus compliqué pour les femmes. C'est pas un mec, tu fais ta prière n'importe comment quand même. T'as un pantalon, un t-shirt. Ah, tu vois, là, pourtant, les femmes étaient pendant très longtemps plus élevées. Après, c'est la femme, faut mettre le voile, faut mettre le truc qui soit large, faut se mettre sur le. Je sais pas si c'est plus une question de pratique pas de pratique religieuse, mais que ça soit plus pratique, quoi. Et ouais. Le profil. Ça, c'est pour le jeune, mais. Ouais. Après, franchement, les gens, allez sur le site de l'IFOP, vous téléchargez, et puis vous pourrez vous amuser à regarder tout ce qui vous intéresse. Nous, on la passe en revue, mais on va surtout s'intéresser à la. Donc là, c'était ça, si tu peux monter. Donc ça, c'est la fréquence du port du voile chez les femmes depuis 2003. En vrai, ça stagne depuis 2019, si on prend en considération cet échantillon. Et si tu peux pousser un peu plus vers la droite, parce que je vois pas la suite. Merci. Donc chez les femmes de plus de 50 ans, ça baisse. Les moins de 25 ans, ça augmente. C'est vraiment l'âge, c'est un marqueur énorme. Et c'est là où on retourne sur ton hypothèse de c'est un problème identitaire. Oui, c'est un problème identitaire, mais j'expliquerai après. Tu veux que je reste dessus ou tu veux encore Et c'est vrai non, on peut descendre. De 22 ans, tu as fait fois 2,5. Quoi. Alors que chez les personnes de 50 ans et plus, ça a été divisé par 2, quoi. Un peu plus de 2. Ouais. Ce qui est quand même dingue. C'est-à-dire que tu as 2 phénomènes en parallèle. Tu as pas une radicalisation, mais une pratique plus intensive de l'islam chez les jeunes, et c'est en plein boom, vraiment en plein boom. Et en parallèle, tu as une baisse de la pratique chez les plus âgés. Donc ces 2 phénomènes, en plus, ça montre bien que quand on dit les musulmans, ça n'a pas trop de sens, parce que ça veut dire que c'est très hétérogène. C'est une population qui est très hétérogène. Et ne serait-ce que l'âge clive ou donne des indicateurs, enfin du moins des indices très différents de la pratique. Allez, on peut descendre. Les musulmanes qui portent le voile, le profil dans cet échantillon. 24 ans, 44.
50 ans et plus, 16. Nationalité. Attends. Il y a quand même beaucoup d'étrangères dedans, hein. 52%. Et Donc, c'est pas qu'un problème identitaire. Ouais, Afrique subsaharienne orientale. Oui. Groupe ethnique. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? L'âge, une fois de plus, les jeunes. L'emploi, c'est quoi? Ouais, ok. Alors, je ne sais pas quelle différence si banlieue aisée, banlieue populaire. Alors, c'est surtout en centre-ville et en banlieue populaire. Dans les petites villes, donc je pense que c'est par ça qu'il entend ville isolée. Vous aurez regardé encore après tous les critères. C'est pour ça qu'il y a plein de petits astérix. Mais ville isolée, bon, bah, c'est plutôt petite ville. Banlieue aisée, c'est les quartiers chicos. Là, effectivement, en gros, on en trouve très peu. C'est surtout dans les centres-villes où il y a une grosse concentration de population, donc ça, c'est normal. Et dans les banlieues populaires, donc moins bien desservies, où tu peux avoir un repli communautaire important. Pardon. Alors, je pense que tu peux descendre. Alors, les raisons du port du voile chez les femmes voilées. Ce qu'elles répondent, 80% pour respecter une obligation religieuse. Le fameux choix, excusez-moi, mais il fallait la placer. Pour respecter une obligation religieuse. Alors, si tu regardes bien, Riam, tu as trois petites couleurs. Tu as le rouge foncé, qui indique 2025, un peu moins foncé 2019, parce que je ne sais pas si les gens voient, comme je suis directement sur le site. Et ici, 2016, c'est en rouge un peu plus pâle. Ouais. 2025, c'est monté à 80 pour le respecter une obligation religieuse. Ouais. C'est descendu pas, c'est un peu étrange d'ailleurs, mais je ne sais pas pourquoi, à 60 en 2019. Et c'est remonté enfin, c'était beaucoup plus haut en 2016 à 76. C'est-à-dire qu'entre 2016 et 2025, entre 2016 et 2019, ça avait plutôt tendance à baisser pour le respecter une obligation religieuse. Et depuis 2019, c'est en plein boom. À tel point qu'on est passé devant l'année 2016. Donc voilà, donc 80% disent que c'est pour respecter une obligation religieuse. C'est une obligation. Le voile est une obligation religieuse si on le voit d'un point de vue religieux. Pour ne pas attirer sur vous le regard des hommes, mesdames, si les hommes veulent vous regarder, ils vous regarderont. Ils vous regarderont. Un voile ou pas de voile, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour se sentir en sécurité? Ça aussi, c'est une. Vous savez que les deux deuxièmes points, c'est vraiment ce que répètent souvent les imams aux femmes pour qu'elles se convertissent. C'est les arguments des imams. Vous serez en sécurité, ce qui est faux, et vous n'allez pas attirer le regard des hommes sur vous, ce qui est faux aussi. C'est les arguments des imams. C'est pour ça que je vous dis, les imams ont ce truc à vraiment transformer la discrimination en vertu. Pour montrer que vous êtes musulmane et votre appartenance à votre religion, là aussi, c'est en plein boom. Ouais, ça c'est identitaire, par exemple. Là, c'est plus 15% entre 2016 et 2025. C'est ultra intéressant, ça. Vous voyez, il y a 6% pour pas être perçue comme femme impudique ou indécente. Ces trucs, ça revient même pas en premier. Ce qui revient, c'est 80% parce que c'est une obligation religieuse, argument d'imam, pour ne pas attirer sur vous le regard des hommes, argument qu'on entend plus chez les imams, pour se sentir en sécurité. Et finalement, après, comme c'est du déclaratif, généralement, on dit pas trop si c'est sous la pression des proches. On évite de le dire, c'est vrai. En tout cas, c'est sous la pression d'Allah. Pardon. Alors ça, c'est sûr. C'est marqué, tout en haut, 80%. C'est pas moi qui ai dit. On pourrait dire que faire comme certaines de vos proches, donc ça serait du mimétisme social. Du mimétisme. Ouais. Finalement, très, 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 très bas. Ce qui n'est pas forcément, quand on y pense, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de mimétisme, mais en fait, non. Il y a vraiment d'autres raisons, et la première, c'est le respect de l'obligation religieuse. Parce que tu disais que le voile est un choix, on voit bien que finalement, non. Ce n'est pas un choix. On peut descendre.
Sur le profil des musulmanes voilées, donc françaises 54%, par acquisition 20%, et Maghreb 28%. Donc beaucoup sont quand même d'ici, hein, mis à part ceux qui viennent en France. Voilà. Sexe. Alors après, les gens pourront regarder. Il y a pour les femmes qui se sentent en Ouais. sécurité, parce que les profils peuvent être différents d'une catégorie à l'autre, pour ne pas sentir le regard des hommes sur elles. Et vous voyez que ça peut quand même enfin, ça peut changer un peu le profil de la personne. C'est un choix obligé par Allah, Florence, sinon bah, tu vas en enfer. Voilà. Pardon. Musulmans vivants. Tu veux peut-être que je reste sur l'infographie ici? Non? Non, non, tu peux descendre. Je veux qu'on fasse ça, et puis après, on fera aussi... Il y avait une autre chose qui m'intéressait. Je sais plus. On va se retrouver, on va la retrouver dans tous les cas. Alors, de se faire soigner par une ou un médecin du sexe opposé. En fait, on dirait que dans la tête de ces personnes, l'homosexualité n'existe pas. Non. C'est marrant, hein? Je sais pas. T'imagines, 33% des musulmans vivant en France refusent de faire la bise à une femme ou un homme. En fonction du sexe. C'est énorme. D'ailleurs, j'avais vu un truc dessus hier, en sorte... C'était un truc sur X, un tweet, et j'avais répondu. En fait, les gens ne sentent pas que c'est de la discrimination. Ils se rendent pas compte de ça. Alors, refusons au moins un contact. Ouais. Tu peux refuser au moins une forme de contact physique ou visuel avec l'autre sexe. En vrai, 43%, c'est dingue. Allez, on descend. Visuel. Ouais, ça, c'est juste coranique. voir les gens dans la rue. Faut apprendre à baisser son regard et à mettre son voile. N'est-ce pas? Je cite. C'est vraiment impressionnant, ça, par contre, comme chiffre. La réponse ensuite selon les sexes. Très élevé chez les femmes. Et suivant le sexe et l'âge. Allez, on descend. Sur le profil, Donc là, c'est serrer la main et faire la bise. Là, les interdits religieux, c'est se serrer la main et faire la bise. On n'est pas sur des choses extrêmes. Voilà. C'est vraiment dire bonjour, quoi. En se touchant. C'est quand même la base de la civilité. Et tu vois quand même que l'opinion est très divisée au sein des musulmans. Ne serait-ce qu'entre les hommes et les femmes. On peut descendre. Entre commune rurale entre serrer la main et faire la bise sur ces deux sujets au sein d'une agglomération parisienne ou d'une commune rurale, t'as pas du tout la même sensation. On peut descendre si tu veux. Aïe. Je pense que j'ai oublié de faire une chose. Tu peux descendre. Je peux descendre. Si tu veux t'arrêter quelque part, arrête-toi. Tu me dis, parce que à chaque fois, parce que t'as plein, le respect des interdits religieux, peut-être que toi ça t'intéresse. Ne pas écouter de la musique. C'est que ça revient chez qui? Là, c'est les musulmans dans l'ensemble. Ok. Tu peux... voilà, je te laisse descendre et je dirais ce que je pense. Une fois que... Ah, il y a quand même 21% des musulmans qui disent boire de l'alcool. Alors c'est vrai que ça a énormément baissé. Ça baisse. De manière générale, ça baisse beaucoup. Et pareil, tu vois encore alors
La baisse est quasiment identique que ce soit un homme ou une femme, mais idem, sur Ouais. la consommation d'alcool, tu vois encore l'écart entre les plus âgés et les plus jeunes. Ou à partir de... C'est toujours entre 2011 et 2016, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un événement, peut-être l'avènement des réseaux sociaux, je crois que c'était Florent qui a dit ça tout à l'heure, ou Momo Catholique. Mais Il faut savoir que sur les réseaux sociaux francophones, les imams ont quand même de l'avance. Ils ont réussi à exploiter un espace. oui, qui n'est pas du tout investi. Ils ont investi un espace et maintenant ils sont Mhm. dessus. Ouais. Bon, là, c'est encore la même chose. Ouais, tu peux descendre. Si tu vois un truc intéressant, Ah non, le poids rien de de la. mieux, je vais pas tout faire tout seul. Non, mais attends. Elle est drôle, elle est drôle. Bon, Ça le poids t'intéresse, de. c'est l'éducation familiale. Ça devrait Oui. t'intéresser. Bah, dans l'échantillon, beaucoup d'importance, à peu près la moitié. Voilà. Et puis après, pour le reste, un peu d'importance, pas du tout d'importance, assez d'importance. Donc on est sur les adultes. Hein. Les 25-18 ans qui représentent à chaque fois les jeunes, ils sont pas, je pense qu'ils n'ont pas encore d'enfants. Hein. Mais la part des musulmans pour qui la religion a eu de l'importance dans leur éducation, Oui. 87 chez les moins de 25 ans. Mm. C'est toujours très élevé chez les jeunes. Oui. Vraiment, l'âge, c'est le Mm. critère qui tue, quoi. Ah, le rapport entre science et religion, toi, ça va t'intéresser aussi. Donc 65% dans cet échantillon des 1000 personnes, je tiens à rappeler. Ah, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que la religion vient avant la science. Ça, c'est grave. Hein. 65% des musulmans pensent que c'est plutôt la religion qui a raison lorsque la religion et la science s'opposent. Sur la question de la création du monde, c'est important de le dire. Contre... Ah, Oui, c'est marqué juste en dessous, en gros, Riam. Sur la ah bah j'ai question... pas lu. Bah, mais t'es pas attentif, je sais pas ce qu'elle fait. Et comment ça, Contre tu me vois? Je 19... suis là. contre 19% en moyenne chez les adeptes des autres religions. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre deux religions, je sais pas, entre catholiques, protestants, etc. Il y a quand même un rapport à la science qui est plutôt, on va dire, Sur la plus cohérent. création du monde. Ouais. Mais chez les musulmans, Donc, non. pas forcément sur d'autres sujets. Ça m'a fait penser à, je crois que c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Là où je bossais, donc pas là, dans une autre ville où j'habitais juste avant mon déménagement. On avait une enfant de... Elle avait quoi, 10 ans? Et en fait, une de mes collègues, du coup, lui parlait de la théorie d'évolution. Et après ça, elle lui a parlé de la création de l'univers, du Big Bang. Et du coup, elle a dit, bon, bah là, je vais vous parler d'un sujet scientifique. Donc, vous mettez vos croyances de côté et voilà, on va parler de ça, etc. Et du coup, la fille a répondu, mais c'est quoi? Pourquoi vous nous dites ça? Vous avez peur de quoi? Qu'on dise que c'est pas, que c'est Dieu qui a créé l'univers? Elle dit, bah, dans tous les cas, je sais c'est quoi le Big Bang. Je dis pas que ça existe pas, mais c'est Dieu qui a créé le Big Bang. Tu comprends ou pas ce que je suis en train de dire? Oui, je comprends rien. Je sais pas pourquoi j'ai raconté ça, mais 81% chez les jeunes de 18 à 24 ans. Plutôt la religion que la science. Là, il y a un retard de l'éducation, par contre. Il y a un retard de l'école. C'est encore plus prononcé que la moyenne des musulmans en France. Il n'y a que 11% des 18-24 ans qui pensent que la science a raison sur la religion, lorsque vous êtes musulman. Ça, c'est dingue. Donc là, on revient sur le profil. Bon, on va pas tous les faire, les profils, c'est la moitié du...
Tu veux revenir sur ça, sur l'évolution de l'islam en France? Sur la modernisation de l'islam? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que veut dire l'islam se modernise. Nous allons maintenant aborder des questions sur votre rapport à l'islam. Souhaitez-vous que dans les années à venir, l'islam se modernise? 21% ont répondu favorablement. Que l'islam reste tel qu'il est? 57. Que l'islam revienne à la tradition, donc là on est plutôt chez les vénères. 10. Et n'ont pas souhaité répondre, 12%. Ah, mais c'est sur des salafis. Ouais. Là on est dans les franges. En rouge, on est dans les franges les plus dures. Que l'islam reste tel qu'il est. Je sais pas aussi ce que ça veut dire. C'est plutôt l'islam, enfin pas cool, mais c'est la grande majorité des musulmans. Tu vois, je suis musulman parce que c'est de tradition, c'est de culture, et puis voilà, de temps en temps, je fais le ramadan, et puis c'est tout, quoi. En gros, voilà ce que ça veut dire. Que l'islam se modernise, là, je pense qu'il faudrait peut-être regarder en fonction des profils, peut-être CSP+, je sais pas. Non, ouvriers, tu vois, plutôt les ouvriers. Là, c'est marrant, c'est toujours chez les 15-24 ans. Ils ont même fait en fonction des métis, tu vois, je l'avais pas vu tout à l'heure. Si. Ah, ça c'était intéressant. Je me disais que j'avais oublié des choses, mais ça viendra au fur et à mesure. Alors, le droit de l'apostasie pour un musulman. Eh bien, 73% ont dit oui. Beaucoup plus qu'avant. La question posée a été, personnellement, estimez-vous qu'un musulman a le droit de rompre avec l'islam? 73% des musulmans, les musulmans en général, ont répondu oui, il a le droit. 20 ont répondu non. 20 ont répondu non. Non, mais c'est plutôt surprenant, parce qu'on pourrait dire il y a une radicalisation, etc. Il y a aussi le prisme des réseaux sociaux, et en fait, tu te rends compte que c'est la grande 3/4 des musulmans, en fait, ça veut dire. Mais il y a une radicalisation, mais ça ne veut pas forcément dire se mêler des autres, de la vie des autres, en fait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, ce qu'il faut comprendre, déjà, il y a plusieurs points. Le premier point, on est bon sur la page 47. Je l'ai lu tout à l'heure en rentrant, donc je vais vous donner mon avis pour commencer. Ce que certains appellent le retour à de la tradition, donc en gros le retour au texte tel quel, c'est-à-dire ce qu'on raconte depuis des mois, ce qu'on lit sur les chaînes, que ce soit les textes de jurisprudence, le Coran, la Sunna, etc. Ça, c'est plutôt quelque chose qui va être utilisé d'un point de vue moderne, en fait. Oui, la modernisation, c'est les fréristes. En fait, il faut comprendre que les gens, ça reste des mouvements modernes, dans un état moderne, qui vont utiliser des techniques modernes, ils vont utiliser la propagande sur les réseaux, ils vont essayer d'utiliser les associations ou intégrer, je sais pas, partis politiques, bref, tout ce qui fait la société moderne et l'état moderne, pour mettre en avant des lois, comment dire, pour mettre en avant des lois qui sont juste dépassées, qui sont fantasmées. On n'est même pas. Pourquoi je dis fantasmées? Parce que les écrits islamiques sont fantasmés. Ces gens, on ne sait pas si Omar, Mohammed, Ali ont existé. On n'a rien d'historique dessus. On a des preuves historiques, archéologiques sur, je sais pas, sur l'Empire ottoman, sur les autres califats, sur les autres pays, mais on n'a rien sur le 7e siècle, ou peu, si vous voulez, mais on sait même pas on n'a aucune preuve que Mohammed ait existé. Donc, tout ce qui reste, même la sira, par exemple, si je prends la sira d'Ibn Ishaq, c'est juste une sira fantasmée. Ça reste des personnages. C'est des personnages mythiques, mythologiques, qui sont fantasmés par ces jeunes qui vont essayer d'aller chercher quelque part une identité
Parce que c'est un problème identitaire. Ce sont des enfants français, s'ils sont nés en France, de populations étrangères qui arrivaient à un certain moment en France, qui leur a donné une certaine culture. En France, ils se sentent pas chez eux. Dans ces pays-là, ils ne se sentent pas chez eux non plus dans les pays d'origine de leurs parents. Donc, ils cherchent une identité. Faut le comprendre. Et ces mouvements-là, qu'ils soient salafistes, fréristes, etc., ne sont pas modernes. Ils sont modernes, pardon. Ne sont pas. C'est pas un retour. Quand je dis des fois pour blaguer, ce retour au 7e siècle, ça veut dire qu'il prend des textes du 7e siècle, mais il veut l'appliquer en 2025 avec des méthodes de 2025, dans une société moderne, dans un État moderne, avec des techniques modernes et un passé fantasmé. C'est juste, c'est des identitaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise d'identité. C'est la première chose à retenir. Moi, j'ai l'impression, la première chose à retenir, c'est la crise d'identité chez les jeunes. Et qu'est-ce qui aide à cette crise d'identité? D'ailleurs, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'autre, qu'il se dise apostat ou pas, je m'en tape. Moi, ce que je veux, c'est mettre en avant mon identité, que je fantasme de cette façon-là et que je vois comme ça. Et comme vous pouvez le voir, ils disent, voilà, dans cet échantillon, 73% disent, oui, un musulman a le droit de rompre avec l'islam. Et c'est encore plus précis que ça. Tu vois, donc là, ici, il y a en 1989, on voit bien que c'était de 44%. Donc, il y a eu un progrès entre oui, il y a eu un progrès. Et 2025. Il y a eu un progrès et c'est un énorme progrès, plus 30%, c'est pas rien. Donc, d'acceptation de ce qu'est l'apostasie. Il y a aussi le petit, ici on le voit, c'est la réponse des adeptes des autres religions. Ouais. 92% acceptent totalement l'apostasie. Donc, on est encore loin pour ce qui s'agit de l'islam, mais on voit quand même que c'est un processus qui prend l'acceptation de l'apostasie. Ça, c'est intéressant. Et là, ce qu'on voit à côté, c'est encore intéressant. Donc là, on voit l'ensemble. Oui, a le droit à l'apostasie, 73% aujourd'hui, 44% à l'époque. On voit que les hommes sont beaucoup plus acceptants que les femmes. Non, les femmes et les hommes, c'est sensiblement la même chose. Et ça a augmenté dans les mêmes proportions. Mais on voit bien, en revanche, que chez les moins de 35 ans, les 35-49 ans, moi, je trouve que l'âge, c'est un énorme marqueur. Je trouve ça fascinant. À quel point c'est impressionnant. Et parce que ça ne se voyait pas de la même façon. C'est-à-dire que les 50 plus, pourquoi ils acceptent moins? Parce que ils sont pas nés dans cet esprit. Si on prend les populations immigrées, d'accord? En fait, l'islam est une culture. Et en fait, tu rejettes une partie de ta culture. Tu peux être, si tu rejettes l'islam, tu peux être un mauvais pratiquant selon celui qui te dit que tu es un mauvais pratiquant, c'est-à-dire pratiquer les interdits religieux, mais tu n'as pas le droit de rejeter la religion dans son ensemble. Alors que là, on est vraiment chez les jeunes, sur un problème identitaire. Ils en ont rien à faire que toi, tu fais ta vie. Pourquoi? Parce que c'est des enfants de la République, en fait. Déjà, il faut le comprendre. C'est des gens qui ont été à l'école française, qui comprennent un peu que les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Tu fais ta religion, tu fais ce que tu veux. Tu veux quitter une religion, tu la quittes. Mais eux, par contre, vu qu'il y a un problème identitaire, comme on disait tout à l'heure, et on le voit sur l'étude, sur ce sondage, sur ce sondage en particulier, et sur cet échantillon, il y a un problème d'identité. Et il y a une réponse en face à ce problème identitaire. Vous avez des identitaires chrétiens, par exemple, qu'on voit de plus en plus souvent. C'est une... Tu peux couper avec, sur le profil des musulmans, estimant qu'un musulman n'a pas le droit de rompre avec l'islam. Là, ça devient intéressant quand tu regardes, tu vois, la catégorie socio-professionnelle. Là, c'est un gros marqueur. Chez les ouvriers, classe plutôt
c'est plutôt il n'a pas le droit. Chez les cadres et professions intellectuelles supérieures, c'est plutôt. Non, c'est une question. Plus, en fait, ils ont fait des études, tu as un esprit critique qui se développe. La nationalité est toujours un énorme marqueur, ça ne change pas Ouais. à chaque fois. Les regarder étrangers d'un autre pays, c'est normal, tu viens avec une autre éducation d'un autre pays où c'est criminalisé pour la plupart. C'est genre la prison ou la peine de quick. Et je regarde, dans les catégories d'agglomération, c'est aussi c'est intéressant. Dans les communes rurales, c'est très élevé, comparé aux agglomérations parisiennes où il y a une énorme concentration de la population. Donc plus on est ouvrier, on va dire ça, plus on est dans une commune rurale, moins tu as envie que les personnes quittent l'islam. C'est ça. Il y a aussi un effet d'abandon quelque part. Quand on voit les communes rurales, c'est aussi un abandon. Quand on voit la situation des ouvriers aujourd'hui en France, c'est aussi un abandon. Là, ça se retrouve les marqueurs économiques derrière. En fait, il faut comprendre aussi, je pensais à une chose, j'allais dire un mot. En fait, plus on pousse les gens dans un retranchement, plus on rentre en confrontation avec les gens sur leurs convictions intimes, plus ils vont se retrancher dans certaines positions. Oui, c'est le retour. C'est le retour de la tribu. Oui. Attends, je regarde sur mon téléphone. Oh non. Non. Bientôt, vous allez plus voir ma tête. Je suis à combien là? Voilà. Tu vas pas nous mentir. 7%. Oh, je reviendrai ici. Je reviendrai juste avec... Je voulais quand même vous montrer ma tête et vous dire bonjour aujourd'hui, parce que ça faisait longtemps. Et je sais que c'est un change de voir la tête. Snake, les études développeraient un esprit critique. J'en doute. Pourquoi tu dis ça? Je suppose que c'est du sarcasme venant de ta part. Te connaissant. Alors, qu'est-ce qu'il raconte là? La position de l'application de la charia dans les pays non musulmans. Alors, la question posée est pour vous, la loi musulmane charia doit-elle être appliquée intégralement quel que soit le pays dans lequel on vit? 15%. Appliquée en partie, on peut l'adapter aux règles du pays où on vit. 31%. Elle n'a pas à s'appliquer dans les pays non musulmans. 47%. C'est plutôt... Salut Estelle. Pardon. Et vous n'a pas souhaité répondre, 7%. Autrement dit, 46% des Français musulmans estiment que la loi, donc la charia, doit être appliquée dans les pays non musulmans contre 54 en 2008. Donc ça baisse. Ça baisse pas beaucoup, mais c'est quand même une baisse significative. On parle quasiment de 10%, 8%. Comparé à 2008. Et du coup, qu'est-ce qu'on dit? Dire que c'est un processus intéressant. Non, ça c'est intéressant. Et puis ceux qui veulent vraiment appliquer, Alors, je rappelle à chaque fois, on est sur un échantillon de 1000 personnes. Dans une population de 14 000. Voilà. Et les musulmans représentent 7% de la population française. 7%. Voilà. Et là, par contre, on voit encore le marqueur de l'âge sur qui estime que la charia doit être appliquée dans les pays non musulmans. Plus on vieillit, plus on est dans les catégories d'âge élevé, notamment 50 ans et plus, c'est plus faible. Alors que chez les jeunes, on tape quasiment les 60%. Donc quasiment les 2/3. Allez, on descend. Bon, là, c'est les profils. Toi, on retombe sur les 15-24 ans. Pareil, c'est en province. Il reste 10 pages. C'est plutôt les oubliés, hein, la province comparée aux grandes villes. Donc, c'est plutôt un phénomène d'abandon. Donc là, c'est la territorialisation. Ah bon, tu m'as créé dans mon oreille. Ouais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Excuse-moi. La préférence entre le respect des lois françaises et des règles de l'islam. Ça, c'est intéressant. Alors, la question posée. Sur un sujet important dans votre famille, comme l'abattage rituel, le mariage ou l'héritage, que feriez-vous si vous deviez choisir entre le respect des lois françaises, 49%, donc des musulmans choisiraient le respect des lois françaises, et 44%, le respect des règles de votre religion. Donc, respecterez plus les règles de la religion
à la législation française. L'héritage, sérieusement. Mets-moi à côté, va sur la droite. Ouais, c'est des jeunes. C'est que les jeunes. Bon, ça veut quand même dire que là, pour le coup, c'est plutôt un indicateur négatif. Parce que 49% des musulmans qui choisiraient le respect des lois françaises contre 62% en 95, c'est qu'il y a eu un recul. Et il y a eu un gros recul. 10%, c'est un gros recul. Hein. Donc là, il y a une Et vraiment. Et là, on est sur des questions, si on parle des lois d'héritage, etc., on est sur des questions d'égalité quand même. Hein, Imagine, il y a des gens qui veulent revenir sur ça. Alors certes, c'est pas beaucoup, mais ça existe, ils existent. Après, il y a aussi la question de l'abattage rituel, la viande halal, oui. C'est quand même un énorme marqueur. Oui, mais ça, oui. C'est très virulent, généralement. Parce que se pose la question des enfants, l'école, etc. L'abattage rituel, ça peut être un énorme biais dans la question. Bah, on va faire des repas végétariens pour tout le monde, voilà. Alors moi, je propose qu'ils ne mangent pas. C'est bon, du pain sec et de l'eau. Moi, je propose des repas végétariens pour tout le monde et comme ça, c'est bien pour la planète, d'accord? Parce qu'il faut se rappeler que les prochaines crises migratoires, ça va être dû au réchauffement climatique, messieurs, dames. Et après, personne ne va pleurer. Ok? Donc là, on retourne sur le profil des musulmans qui choisissent. Donc on voit bien que c'est toujours très élevé chez les jeunes, toujours dans les communes rurales. En fait, c'est vraiment très géographique et très... On est catholique. J'ai juste imaginé quelqu'un qui fait l'abattage rituel, qui fait Allah et qui fait ça sur une courgette. Je sais pas, c'est absurde. Voilà. Alors, ça t'intéresse la partie D sur la dernière partie, sur proximité à l'égard des courants. En tout cas, il reste pas beaucoup de pages. Et après, on fera. On passera à autre chose, mais. L'analyse, alors, le degré d'approbation des propositions des islamistes d'évolution. Pardon, excusez-moi, de 1998. Vous-même, quelle est votre opinion sur les islamistes? Et là, à votre avis, qu'est-ce qu'on a? Alors, 30% des Français musulmans approuvent que tout ou partie des positions islamistes, alors qu'ils étaient 2 fois moins à partager les mêmes positions des intégrés 199. Ok. Donc, la question est, quelle est votre opinion sur les islamistes? Que diriez-vous? Eh bien, 8% approuvent la plupart de leurs positions. Énorme, 8%, je trouve. Après, ça dépend ce qu'on met derrière islamiste. Ouais. C'est expliqué. Mets-toi sur la droite. Je crois que j'ai vu tout à l'heure. Descends pour voir. Je l'ai vu quelque part, peut-être pas là. Parce qu'il y avait... on expliquait, on mettait plusieurs courants religieux. Mais de toute façon, c'est dans la méthodologie, parce que là, on peut pas tout... Là, ça fait déjà 1 heure qu'on est dessus, hein, sinon on va faire... Je sais, mais on est à 54, la 54e page, on a bientôt fini. Mais c'est intéressant parce que 30% approuvent seulement quelques-unes de leurs positions. Ouais. Alors, pas le détail, mais c'est pour ça qu'ils font 38%, c'est-à-dire que dans ces 38%, il y en a 30 qui disent « j'accepte une partie », et dans les 8, c'est « j'accepte en gros la quasi-totalité pour ne pas dire tout ». Donc là, coucou à ceux qui arrivent. Pardon. Oui, vas-y. Non, je disais juste coucou à ceux qui arrivent, parce que j'ai vu Nosferatu. Enfin, Nosferatong. Mais moi, ça me fait toujours penser au film Nosferatu. Je vous réinvite à partager le live, à le liker, à le publier, à mettre des petits likes, des petits cœurs, comme ça, des petits cœurs. Parce que les cœurs, c'est joli, c'est bien. À faire un don si vous pouvez. Et puis, voilà, c'est tout. J'ai fini. Des petits cœurs. Et 45% en 2025 désapprouvent l'ensemble de leur position. Alors que c'était beaucoup plus élevé en 98, c'était 70%. Donc là, pareil, il y a une régression. Je voulais revenir sur une chose tout à l'heure. Oui,
Je sais pas ce que j'allais dire. Attends. C'était sur les frères musulmans. Donc, si on remonte en Égypte historiquement, vous savez que la naissance des frères musulmans était une réponse identitaire. Déjà par rapport à l'Occident, à l'avancée de l'Occident. Donc, en fait, il y avait comme un choc. Ces personnes-là, donc c'était un mouvement nationaliste religieux qui a essayé de répondre en allant chercher, une fois de plus, dans un passé fantasmé. Une fois de plus, pourquoi passé fantasmé? Parce que ces textes-là, ces personnages n'existent pas. On n'a pas de preuve, en tout cas, qu'ils existent et qu'ils n'ont jamais existé. Je parle du prophète, de Omar, de Ali, etc. Et aussi cette charia, comme et tous ces textes comme écrits dans les textes dans la jurisprudence islamique, n'ont jamais été appliqués tels quels. Les personnes qui se sont le plus rapprochées de l'application, on va dire, c'est les drapeaux noirs, par exemple. Sinon, historiquement, ça n'avait pas existé. Du coup, c'était une réponse moderne avec face à un choc civilisationnel. Et pour toi là, Mehdi, qu'est-ce que tu penses de... Voilà, Mehdi. Toshiba, là. Toshiba. Pardon, excuse-moi. Comment elle parle? Oh, non mais oh. Non, sérieusement. Pour toi, tu penses que ça vient d'où? Oh, non mais... Sérieusement. Je ne répondrai pas à cette question. Tu as été désobligeant. Je ne répondrai pas. Est-ce que tu penses que ça vient d'une exclusion? Est-ce que tu penses que ça vient du fait que certaines personnes ne se sentent pas français, tout simplement? Je parle de la population des jeunes, parce qu'on a vu que ça revenait souvent chez les jeunes. Il vient d'où ce problème identitaire pour toi? Est-ce que c'est une question d'emploi? C'est une question d'économie? C'est une question de banlieue? Parce que bon... Vas-y. En vrai, c'est un peu tout. Alors, tu as une question, d'intégration, d'assimilation, ça c'est obligatoire, parce qu'une partie, on le voit bien, sont plutôt étrangers. Donc, il y a la question de capacité d'accueil, donc d'intégration. Ça, c'est logique. Quand tu n'es plus en capacité d'accueillir correctement, forcément, le système il périclite. C'est obligatoire. Donc, il y a cette question-là derrière. Mais ce n'est pas la seule question. Il ne faut pas non plus réduire ça à juste la question d'immigration, comme on peut le faire dans certaines politiques. Parce qu'il y a des Français dedans. Voilà. C'est un facteur important, on ne peut pas le nier parce que c'est quand même un facteur important, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a des questions pour moi qui sont d'ordre véritablement de politique publique, accès au logement. Oui. On avait déjà parlé, mais quand on pense les HLM, on pense généralement que les HLM, c'était des endroits transitoires. Oui. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est devenu un lieu de sédentarité où on parque justement les pauvres ou les populations les plus fragiles ou les plus précaires. Donc, le HLM, qui était censé être un logement social, est devenu un lieu de précarisation. Donc, de fait, quand vous êtes dans la précarité et le logement est un énorme marqueur social, eh bien, vous vous retrouvez à avoir, sur vos jeunes enfants, généralement, le rapport au bâti est important. J'avais évoqué l'espace vécu la dernière fois, donc c'est très important, le rapport au bâti. C'est aussi la question des transports publics, de la mobilité sociale, de la mobilité géographique qui est derrière toutes ces questions-là. Il y a une question d'économie, parce que l'intégration ne se fait pas que par l'école, ce n'est pas juste une question d'école, c'est aussi une question d'intégration par le travail. J'avais aussi évoqué le modèle centre-périphérie, que je résume en substance. Vous imaginez donc un modèle de centre-périphérie, vous imaginez un cercle. Au centre, c'est les personnes qui ont accès aux meilleurs soins, à la meilleure éducation, aux meilleurs emplois. De fait, c'est logique, quand vous passez par les meilleures écoles, vous aurez probablement des revenus très élevés parce que vous faites ce que vous voulez. Mais plus vous êtes loin de ce centre, moins vous êtes intégré à la vie de la cité. Et donc, plus il y a des formes de sociabilité secondaire qui se mettent en place, voire tertiaire. On pourrait parler, là, je paraphrase Mario Vargas Llosa, le rappel de l'appel à la tribu. Et là, on tombe sur de l'identité. Vous ajoutez à ça une dimension politique, si un pays est bien desservi, toute la question de la décentralisation, des services publics, donc là c'est très important. Vous avez aussi une dimension, j'ai envie de dire, purement idéologique, donc ce que disent les partis politiques sur ces sujets-là, stigmatisation ou pas. Ensuite, vous avez la perception de vos propres stigmates en fonction de votre classe sociale ou pas. Et tout ça crée peut-être de temps en temps, pas que, j'ai envie de dire, du repli communautaire, mais surtout des personnes, notamment chez les jeunes, qui ne savent pas qui ils sont.
Vraiment. Oui, chez les jeunes, il y a des personnes, il y a un vrai problème identitaire. Là, tu le vois sur 60 pages. Voilà. Ça revient. C'est vraiment un phénomène qui est très profond, qui montre bien toutes les errances que l'État peut avoir. C'est pas une question de politique publique, mais c'est un énorme impact. Il y a aussi la question, alors là, c'est plus un sujet que moi je maîtrise, parce que du coup, je suis d'origine algérienne, mais il y a la question de la mémoire. Quand on pense, moi j'ai grandi dans une famille où on parlait tout le temps de l'Algérie, c'était quelque chose de fantasmé, alors que moi je viens d'une famille de harkis, tu n'avais pas le droit de dire, ne serait-ce qu'une critique à l'égard de l'Algérie. Aujourd'hui, tu te retrouves avec des jeunes qui ne sont pas véritablement français parce qu'ils se sentent exclus. Donc là, on est dans la politique urbaine, dans tout ce que je viens d'évoquer, l'éducation, etc., qui sont finalement algériens en France, mais français en Algérie. Donc, ils ne savent pas qui ils sont. Donc, le retour à la tribu, le retour à l'identité primaire, ça serait celle de la religion. Parce que là, ça fait une communauté. Tu es frère, tu es sœur, et tu as une position qui est bien établie. Donc, c'est vraiment une question identitaire. Et c'est pas un gros mot identitaire, hein. C'est pas identitaire à la façon Zemmour, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire, mais ce sont vraiment des jeunes qui se sentent exclus. On pourrait aussi parler, j'adore ce sujet, de par exemple l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, parce qu'une bonne partie de ces personnes-là, il faut aussi voir la cellule familiale dans laquelle ils ont grandi, il y a la question de violence, donc là on tombe sur des sujets qui sont intéressants pour Riam. Donc il y a tout ça en fait qui est en train de s'enchevêtrer, j'ai envie de dire. T'as dit quoi sur la violence ? Sur la violence, j'ai dit que c'était un sujet qui te passionnait. Oui. Voilà. C'est vrai. Voilà, je sais que tu aimes bien ce sujet-là. Donc, il y a tous ces sujets, il y a toutes ces thématiques-là, toutes ces problématiques, même j'ai envie de dire, qui s'enchevêtrent et qui donnent une jeunesse qui finalement ne sait pas trop où elle est, qui ne sait pas quel est son avenir. Et même parler des questions des retraites, ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font. L'accès à l'emploi, on a 6 millions de chômeurs, très important chez les jeunes. Bon, ben voilà, en fait, c'est typique des erreurs de l'État et de la société. En fait, moi, quand je l'ai lu, je l'ai lu vite fait, comme je t'ai dit tout à l'heure en rentrant. Tu remarques que oui, il y a une majorité qu'on retrouve chez les jeunes dans toutes les questions qui vont être est-ce que vous pratiquez les interdits, est-ce que vous le voile, etc. Toutes les questions qui sont plus, on va dire, religieuses, les personnes qui se rapprochent plus de la religion, de la pratique, c'est dans la population jeune. Et il y a aussi une partie d'étrangers, mais il n'y a pas que des étrangers. Non. Donc il y a deux catégories importantes, en quelque sorte. Il y a la catégorie des jeunes et il y a la catégorie des étrangers. Et du coup, ça fait deux problématiques séparées. Pour moi, hein, c'est comme ça que je le vois. La première, c'est donc le problème identitaire de la catégorie des jeunes qui sont nés en France et qui sont français. Et du coup, le fait de pas savoir où se placer, le fait de créer de la création d'un repli communautaire, la façon de percevoir, on va dire, la stigmatisation, par exemple, tout ça. Oui. J'ajoute un tout petit point que tu as mis sur la jeunesse. Il y a aussi, par exemple, en 2020, lorsqu'il y a eu le Covid, on n'a pas assez parlé justement du dégât que ça a eu dans la jeunesse, de ne pas avoir vécu sa jeunesse, comme moi j'ai pu la vivre pendant longtemps. Et on parle très très peu finalement de la santé psychologique des jeunes. Mais les générations qui sont nées en 2015, 2016, et 18 ans en gros en 2020, c'est des générations qui sont très fragiles psychologiquement. Le niveau de dépression chez les jeunes est très important. Et ça rejoint... Donc il y a un problème de santé, de problème d'emploi, on a dit, et de pauvreté par rapport, si on prend l'exemple des HLM, il y a un problème d'identité, de vraiment identitaire, dans le sens, on essaie de trouver une identité. On essaie de se créer, de se retrouver dans une identité. Et pour les immigrés, ben en fait, ils sont, je suis désolée, mais ils sont mal accueillis. Et dans tous les cas, je connais ce monde-là de l'intérieur parce que j'ai travaillé dedans. Donc les conditions d'accueil et d'intégration, les contrats républicains là qu'on fait signer aux immigrés. Alors qu'ils comprennent pas, des fois, ils parlent même pas français, ils comprennent pas le français, mais ils signent un truc. En fait, ils savent même pas ce qu'ils ont signé. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des journées d'intégration à l'OFII, donc c'est l'Office de l'immigration. Et de l'intégration.
et de l'intégration. Donc, dans ces journées-là, vous avez 3 jours où on va vous parler des valeurs de la République, des lois, etc. En fait, la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'on leur raconte parce qu'ils sont là, ils parlent pas français. Il y a des cours de français obligatoires, mais ces journées d'intégration, ils les font tout au début, par exemple. En fait, ils n'ont pas le niveau, ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce qu'on leur raconte. c'est, je sais pas. Et après, ils sont balancés. Après, ils sont balancés dans la société. Et même les cours, les 3 mois ou 6 mois pour certains, quand ils essaient aller de pousser un peu plus, c'est. Oui, puis après se pose la question de la réelle capacité du pays à accueillir ces personnes-là. Salut Robert. Je ne suis pas certain qu'on ait totalement les capacités. Je pense que le système est totalement saturé. Et on le voit bien quand tu regardes à la mairie du 20e en ce moment où je suis passé devant tout à l'heure en plus. Ils ont fait dormir, je crois, 200 ou 300 personnes dans la mairie. Il y avait plein d'enfants. Il n'y a qu'une seule sanitaire. Et personne ne sait où on va les loger. En vrai, c'est complètement dingue parce qu'on parle beaucoup de chiffres. Quand je vais sur CNews, on parle de chiffres. Mais derrière ces chiffres, c'est des humains, les gars. Faut pas l'oublier. Donc, c'est une question de dignité humaine derrière. Donc, il y a toutes ces problématiques-là qui sont derrière. Alors, attends, je regarde juste une chose. J'ai combien de batterie? Excusez-moi, vous m'excuserez. Ah, il va s'éteindre bientôt, je vais mettre sur l'ordi, le temps de la charger un petit peu. Donc, c'est ça que je cherchais. Je reviens au document. C'est ça que je cherchais. Le degré de sympathie à l'égard des différents courants. Alors, je vous pose la question, de quelle manière, quel sentiment éprouvez-vous à l'égard de la mouvance des frères musulmans? 24% répondent « j'ai de l'hostilité » et 24% répondent « j'ai de l'insympathie ». J'ai de l'hostilité, j'ai de la sympathie. C'est vraiment très intéressant. Voilà, et 2% ne connaissent pas et 5% se prononcent. Sur le salafisme, par contre, c'est beaucoup plus prononcé. 28% ont de l'hostilité. Sur le wahhabisme, 18%. Sur le tekfir, 18%. Sur le djihadisme, 52%. Donc on voit bien que la mouvance préférée dans ce qu'on appellerait les courants islamistes, eh bien, c'est la mouvance des frères musulmans. De très loin, l'emporte. Et il y a même une répulsion à l'écart chez les jeunes. Ouais. Et c'est pour ça que vous allez tomber sur des vidéos de propagande, par exemple. Sur les réseaux. Ça rentre dedans, ça. Hein. Aïe, proportion totale des musulmans, tata. Bon, après, il reste 4 pages. Hein, tu peux descendre un peu. Pardon. Excusez-moi. Inadmissible, inadmissible. Bah, déjà, je vais arrêter de m'étaler sur le canapé. Okay. C'est ce que je t'ai dit en message privé, mais... Oui, je sais, c'est beau, je sais. Mais oui, mais rien. je t'appelais Cléopâtre. Je suis le lion de Cléopâtre, je suis le roi des animaux. Non, t'as pas la ref? Non, elle a pas la ref. Du courage comme 4. Alors, ça, c'est faux. Toujours là, Riam? Non, j'ai perdu Riam. Ah non, Riam. On a perdu Riam, les gars. Ou les femmes. Non, il n'y a personne qui m'a perdu, là. Vas-y. Thanos, il est en train de dormir sur le lit, mais si vous... Oh mon Dieu. Ah! Parce qu'il est obèse. Je vais vous le montrer à la fin du live. Arrête de dire qu'il est obèse, par contre, je rigole pas. Mais il est gros. Il est pas gros. On dirait Obélix qui dit qui est gros. Il est pas gros. Vas-y, là. Il est pas gros. Thanos n'est pas gros. Qui est gros? Jamais gros. Il n'est... Et... On respecte. Bon, cela dit, je pense qu'on a bientôt fini le document. Oui, là, on est vraiment à la toute fin. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ma souris ne fonctionne pas? Bon, je te laisse revenir avec ta souris, Riam. Voilà, celui-là. Bon, je vous écoute.
Donc là, c'est le degré de proximité à l'égard du courant des frères musulmans. Alors plus précisément, où vous situeriez-vous sur une échelle allant de 1 à 10, sachant que 1 signifie que vous êtes très éloigné du courant de pensée des frérots de la Vega musulman, et 10 que vous en êtes très proche. Donc dans toutes les personnes qui sont plutôt mouvance frères musulmans, qui estiment plutôt en être proches, 52% sont quand même éloignés. 23% des musulmans en sont proches. Note de 6 à 10%. Donc il estime qu'à partir de 6%, pas de 6%, de la note de 6, eh bien, tu es quand même proche de cette mouvance-là. Et tu retrouves encore la catégorie d'âge. T'es toujours là, Riyam? Mais oui, je suis là, je t'écoute. Bah, il faut répondre, Riyam. À toi, Mais à je toi de réponds quoi? parler. Bah, Mais tu tu faisais as un envie de dire quelque chose, commentaire. Riyam? J'ai juste envie de dire que, en fait, ça casse le mythe du grand remplacement, ça casse le mythe du frérisme partout, du complotisme, de tout ça. Et en plus, c'est pas le sujet de base. Le sujet, c'est pourquoi il y a des fractures sociales, pourquoi on se retrouve avec des petites tribus au sein d'un pays fracturé. Et deuxièmement, ça c'est mon autre sujet, c'est le sujet de l'apostasie. Vous voyez là dans cette étude, ce sondage, pardon, qui revient pas du tout. C'est pas un problème pour ces personnes parce que ce qui leur importe plus que tout dans cette population de jeunes et d'étrangers aussi, c'est vraiment de mettre en avant leur pratique religieuse. Parce qu'ils y tiennent. Ils voient ça comme une identité. Ou plutôt une partie de leur identité. Qu'elle soit fantasmée ou pas, voilà. C'est pas le sujet. Et, et troisièmement, il faut occuper l'espace aussi pour ramener un contre-discours, moi je pense aussi. Ouais, mais il faut bien Euh, porter le contre-discours. quand on regarde ici tout le temps la propagande des vidéos d'imams, entre le mec la semaine dernière qui a marié 100 personnes, l'école de langue arabe qui en fait est une école islamique, le, le petit jeune là, pourquoi tu procrastines? Il faut apporter un contre-discours à ça. Et il faut aussi intégrer, en fait, il faut intégrer ces jeunes tout simplement. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être intégrés ou pas. Le choix reste le leur aussi. Là, je parle d'une analyse, on va dire, plus globale d'un groupe, selon un sondage, un échantillon. Mais si on prend un cas individuel, les cas individuels, il y a aussi une part de responsabilité. Voilà. Ce que je veux dire pour résumer, c'est qu'il y a toujours plusieurs facteurs et quand on se penche vraiment sur la réalité, la réalité est nuancée. Et voilà, elle n'est pas plus ci ou ça. J'espère que je fais sens quand je Tu fais parle. sens, Riyam? Je fais sens. Est-ce Euh, que, est-ce que je fais sens? oui. Alors ça, c'est justement le document qui vous intéressez. Donc, quand vous irez sur la page de l'IFOP et que vous irez sur sur ce sondage, cette étude, donc vous aurez l'infographie qu'on a exposée tout à l'heure, vous avez la totalité de l'étude et vous avez ce petit document de 15 pages qui prend 10 chiffres clés et qui les explique. Comment ils ont fait, la méthodologie, ce qu'il faut en penser ou pas. Et vous avez page 4, vous avez un point sur l'apostasie. Et vous avez en dessous, à chaque fois, sur chaque chiffre, le point de vue de l'IFOP. Ici, l'IFOP dit que, bon, bah voilà, force est de constater que les résultats de cette étude ne vont pas dans le sens des chantres du grand remplacement. Blablabla. En réalité, notre enquête qui repose sur un échantillon plus exhaustif que l'enquête TEOI, bon là c'est la référence de l'enquête, est plus robuste que le FS et évalue la proportion de musulmans à un niveau bien plus limité. Notre étude ne confirme pas non plus la thèse d'une exception musulmane dans le paysage religieux. La dynamique de protestantisme évangélique brise les clichés autour d'un islam français qui serait la seule religion à avoir une trajectoire de revitalisation religieuse. Cependant, elle illustre bien la fragmentation d'une société française en proie à un déclin accéléré de la matrice catholique
qui assurait l'unité culturelle de la France et à l'affirmation d'îlots dont les référents culturels et normatifs divergent de la population majoritaire. Fourquet, 2019. Donc vous avez plein d'analyses comme ça, vous avez 10 chiffres, 10 analyses, avec l'explication des graphiques qu'on a vu tout au-dessus, enfin tout à l'heure plutôt, pas au-dessus, sur mon ordinateur. C'est au-dessus. Et ça va je pense que ça va pas mal vous intéresser parce que c'est sourcé, vous avez plein de points bibliographiques, pourquoi ils disent ça. Donc si ça intéresse les gens, je ne peux que vous inviter à lire cette analyse-là de l'IFOP. C'est assez intéressant. Et par contre, salut. Alors, salut Pierre, ça faisait un moment. Par contre, c'est pas gentil. Pas gentil. En plus, Moi, je suis d'accord. Oh! En plus, je suis en train de le mettre au régime là, sinon il risque un problème de Mais rein. ça fait 6 mois qu'il est au régime et ça marche pas. C'est pas possible. Il a une deuxième famille, il mange double, c'est pas possible. Non, il mange pas double, laisse-le. Bon, est-ce que vous avez des questions dans les commentaires? Y a-t-il des personnes voilà, qui veulent échanger sur ce sujet? Je suis là, nous sommes là, on vous écoute. En tout cas, allez lire l'analyse. Allez lire l'analyse, oui. Si vous avez la flemme de vous taper les 60 pages, allez lire l'analyse de l'IFOP. Voilà. Vous avez 60-80% du document résumé et expliqué avec la méthodologie. Un bourguignon de Voilà. Thanos? Non! Mais dis. Oh bah, tu peux même en faire plusieurs. Hein. Tu peux en mettre une partie au congé, je pense. Mais ça va pas. Ta grosse, mais vous êtes fous. Mais arrêtez. Stop. Ouais, c'est ta grosse, ta gros plutôt. Ta gros. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, aïe, aïe. Bon. Ta gros.